Bien ici, ish. Ni. Juji au niveau du nez, ish. Kiai. Kata. Echi. Sichi. Achi. Bien, bien, Manuel. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Et aujourd'hui, on va repartir pour un petit tour et on va aller au Nice Combat Dojo, dirigé par Gilles Richard, qui est 7e dan de karaté Shindokai, pour découvrir l'histoire du Shindokai et le parcours de Gilles Richard. Allez, c'est parti. Yoi. C'est ça. Moxo. Yame moxo. Sanseni. Play. Os. Kilesu. Os. Sansundashi, s'il vous plaît. Ni. San. Jo. Ous, on y va. Ici, Shudan, Yamatsuki. Kata, donc je reviens, Shudan, et là j'enverse mon Yamatsuki. Kata, on y va. Eji. Bien ici, Ish. Ni. Juji au niveau du nez, Ish. Kiai. Kata. Ko. Jo. Yoi. Je remonte. Je redescends. Jodan Nageuke. Ni. Chitatsuki. San. Atama. Tête. Isa. Je reviens derrière. Kata. Tout le monde a bien compris? On y va. Echi. Kata. Hajime. Montez bien et tournez après. King Kong, qu'est-ce que tu fais? Tu es au football? Monte bien fermé. Voilà. Mais t'arrêtes pas. Serre ta garde. Si tu fais des répétitions techniques, c'est comme en Shotokan en réalité. C'est-à-dire c'est basé sur la répétition technique, au moins pour l'échauffement. Bien sûr. Par contre, on fait très peu de Q en avançant. On travaille pratiquement toujours à deux. Soit là, si tu veux, soit avec des raquettes, soit avec des pattes d'ours, soit avec des PAO. On essaie qu'il y ait toujours le contact, que les enfants s'habituent au contact, qu'ils sachent ce que ça donne un contact pour pouvoir bloquer et pas faire n'importe quoi. C'est plus d'exercices par deux que d'exercices en déplacement seul. Complètement. On est en yoi, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, vous faites 3 techniques de points à la tête, d'accord? 3 techniques que vous souhaitez. Un seiken, un chita, un seiken mawashi. Kata, comme vous voulez. Et vous partez un mawashi jodan à gauche ou à droite. C'est bien compris? C'est parti, Jimmy. Monte tes... Donne-moi ta jambe. Non, monte ton genou là d'abord, au maximum, et après, regarde où tu vas. Tu vois où tu vas? Tu me fais ça là, toi. Allez, Ous. Il faut que vous arriviez à le gérer. Pas... Si vous êtes sur le ring, il va vous mettre dans le coin ou derrière les cordes et vous allez prendre cher. D'accord? Donc il faut le gérer. Kata? On repart. Tu mets. Regarde. En 2 secondes, tu as fait 10 mètres. Comme tout à l'heure, vous allez doucement, vous travaillez votre technique et petit à petit, vous accélérez quand vous êtes sûr de votre technique.
Kata? Et donc en fait, c'est une sorte de shadow, sauf qu'ils ont codifié une partie de leur enchaînement. C'est ça. C'est une sorte de shadow, une sorte de kata, mais c'est perso. Il n'y a rien d'imposé. Par contre, plus ça monte dans les couleurs, parce qu'ils font tous ça, on veut quand même après voir des techniques autre chose que des maigiri, des zenkutsu, quoi. Et là, si tu veux, je leur demande de n'avoir qu'un seul adversaire, mais après, ils ont plusieurs adversaires, comme dans un kata. Donc ils doivent en faire 20. Et ça te permet de voir quoi comme qualité? Tout. Ça te permet de voir tout. Le regard, la position, la garde, la puissance, l'énergie, tout, absolument tout. Parce qu'en plus, comme c'est pas imposé, c'est leur travail. C'est eux qui ont choisi de faire ces techniques-là. Donc c'est plus simple de voir où il en est l'adversaire. Tu l'as bloqué, il faut que tu fasses un maigiri ou un mawashi pour que tu puisses changer après. Tu comprends? Tu fais pas 3 blocages comme ça, Nissan, et puis tu le laisses tomber. Il faut que tu fasses un mawashi ou un coup de genou, ce que tu veux. Mais il faut que dans l'idée, il soit fini celui-ci. D'accord? Donc rajoute une technique de genou, un maigiri, ce que tu veux. Ils répètent beaucoup les mouvements d'attaque. Tu leur fais répéter aussi les mouvements défensifs? Ah oui, bien sûr. Après, ils ont l'hyponcumité. C'est vraiment autre chose, l'hyponcumité. Il faut qu'ils aient compris déjà comment frapper, comment attaquer pour faire une bonne défense. Tu ne peux pas courir avant d'avoir appris à marcher. Si je leur fais faire ça de l'hyponcumité, ça va être bidon, sauf pour 2 ou 3. Lève plus tes jambes quand tu te fais tes uchi et tes soto. Nous allons faire des combats. Pas de saisie. Pas de coup de genou tête, bien entendu. Pas de mawashi gedan. Kata, vous ne travaillez pas comme des bourricots, n'est-ce pas, Mimile? Saluez-vous. Kamae. Regarde, tu te rends compte le nombre de pas que tu as fait en arrière déjà? Bien, ma gueule. Ouais, j'ai enlevé, c'est ça, j'ai enlevé. C'est ça! Moxo! Yame Moxo! Sansani! Olé! Sanpani! Olé! Tagani! Olé! Kirisu! Ous! Merci! Ous! Là, tu viens de finir le cours des enfants. Tu as 3 composantes en fait dans le cours, si je comprends bien. Tu as une composante condition physique que tu fais à la fois petit à petit dans le cours, mais aussi au début et à la fin. C'est ça. Comme le cours ne dure qu'une seule heure, l'échauffement, la montée en chaleur, je la fais déjà avec des techniques. Pour pas perdre de temps, je cours, machin, et que ça dure 20 minutes, et on a perdu 20 minutes de cours. Et donc après, si on fait des kyons seuls, ça dure pas longtemps, mais moi je les mets tout de suite en condition, les enfants. Tout de suite, absolument tout de suite. Maintenant, nous mettons le gars depuis 2-3 ans pour qu'ils apprennent aussi le contact à la tête. Ouais. Voilà, parce qu'on va combattre en sanda maintenant, on emmène nos enfants en sanda. Une critique qui pourrait être exposée, c'est que tu fais faire du combat, mais il n'y a aucune protection, pas de protège-dents alors qu'ils mettent les coups de pied à la tête. Ben bien sûr. Bien sûr. Nous sommes des Shindokai. Ok, et donc du coup, les 2 autres composantes, c'est à la fois les techniques, qui répètent à la fois seul et à 2, oui. Et aussi du coup le combat. Bien sûr. Mais j'alterne. Les cours ne sont jamais les mêmes. Ils peuvent travailler dans les raquettes, ils peuvent travailler dans les PAO, ils peuvent travailler dans plein de choses. Faut pas. C'est dur maintenant de garder la curiosité chez les enfants. Si on rabâche par exemple des katas et des katas et des katas, tout le monde disparaît. Je veux dire, nous faisons des cours avec les sacs, je change à chaque fois pour garder. Déjà, le Shindokai, c'est quelque chose de très complet. Et puis, il faut garder l'attention des enfants. C'est déjà assez dur, hein, malgré le fait que je sois assez rigoureux et dur. C'est assez dur de les tenir. Et encore, il n'était que 8. D'habitude, ils sont 20 ou 22 dans ce cours-là. Parce que là, c'est le pont.
je demande surtout dans les combats, on n'a jamais d'accident, qu'ils n'aillent jamais à fond. Je veux absolument qu'ils apprennent leur technique. Oui, j'ai vu que tu en as repris 2 qui allaient trop Mais fort. bien sûr, parce que s'ils veulent taper fort, là on va prendre les pas hauts, les pas d'ours, et là ils pourront s'exprimer à fond. Mais dans les combats, ça ne sert absolument à rien, puisque nous, notre règlement jusqu'aux 12 ans, c'est un règlement à points, tu marques des points. Ouais. Donc s'il y a du contact, il prend moins de 2 points. Et au deuxième contact, il est viré. Donc ça ne sert à rien de leur apprendre le contact, quoi. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Ous, merci à toi. Alors d'abord pour l'enregistrement, j'aurais besoin que tu te présentes en donnant ton nom, prénom et date de tes lieux de naissance. Gilles Richard, né le 22 mars 1957 au Plessis-Trévise dans le Val-de-Marne, à côté de Paris. Depuis quand tu pratiques les arts martiaux? Depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait 54 ans. Je me rappelle que tu as commencé par le taekwondo aussi. Non, ça c'était le deuxième. J'ai commencé par le Shotokan avec François Petit-Demange. Ah oui, c'est ça. À la VGA sa mort. Oui. Après, il est parti, il a fait l'Okinawa à Vincennes. Et c'est justement un gars qui s'appelait Jourdan, je crois, qui était un prof de taekwondo, parce que c'était rare à l'époque les profs de karaté. Donc il nous faisait du taekwondo, mais c'était pas du taekwondo comme nous connaissons maintenant. Après, je suis passé au taekwondo avec Jean-Louis Lair à la Varennes-Chenevière. Nous sommes toujours en relation d'ailleurs, toujours sur Facebook. Je crois qu'il a décroché un petit peu, mais par contre, mes amis avec qui nous sommes rentrés tous dans le taekwondo ensemble ont encore des responsabilités dans la Fédé. Donc tu as commencé les arts martiaux à quel âge? 14, 15 ans? 14 ans, ouais. 14 ans, ouais. Et donc un peu de Shotokan, un peu de taekwondo? Ouais, et après donc j'étais muté parce que je bossais à l'administration des PTT à l'époque. J'étais muté en 82 à Nice, et j'étais muté en mai, et en mois de juin, je commençais le Kyokushinkai. C'était au dojo historique de la rue Cassini? C'est ça, exactement. Rappelle-moi qui était le prof? C'était Gérard Munera, au départ, remplacé par Guy Rosello après. Est-ce que tu peux me dire comment c'était les cours de Kyokushin par rapport à ce que tu avais connu en Shotokan vers Paris? C'était déjà totalement différent, parce que Gérard Munera est un Shotokan au départ, et puis bon, il voulait faire un peu plus de contact. Que c'était Alain Setrouk qui s'occupait du Kyokushinkai à l'époque, qui est vraiment quelqu'un de fabuleux, qui a une recherche personnelle, qui est vraiment très très bien dans le karaté. Donc Gérard, c'était notre prof. Gérard après a décroché pour partir dans une société, donc PDG, et c'est Rosello qui a repris le... Gérard nous faisait les cours, Rosello jamais. Nous mettions toujours d'accord pour qu'une ceinture prenne le cours, et c'était du carré, quoi. Donc nous sommes formés ensemble. Tu dis nous parce qu'à cette époque, il y avait les grands ponts, enfin ceux qui sont devenus les grands ponts du Kyokushin et de tous les arts martiaux dérivés. Tout à fait. Dans la région du Sud-Est, bien sûr, ouais. Bien sûr. Tout ça, ça sort du même nid, ouais, bien sûr. Le dojo de la rue Cassini a vu tous les premiers karatéka Kyokushin et ce qui dérivait. Est-ce que tu peux me citer quelques noms? Bah bien sûr, il y a Vollerin, il y a Pudu, il y a Patrick Rigaud, Trinquier. Et du coup, effectivement, ce dojo de la rue Cassini, il était actif dans les années 80. C'est ça. Et après, je crois qu'à partir de 87, tu as rencontré Sueno. C'est ça. Je suis allé au 3e championnat du monde de Kyokushin en tant que spectateur, parce que bon, c'est un peu compliqué. Il y a eu un Open de Kyoku qui avait été fait au Théâtre de Verdure, et il était convenu que les 3 premiers des 3 catégories allaient au Japon. Ouais. J'ai gagné dans la catégorie lourd, donc je devais aller au Japon. Changement de programme, ils ont refait les choses. Et moi, j'ai dit non. Il y a quelque chose d'établi, on ne change pas, comme dans les arts martiaux. J'ai dit, bah moi, je me retire. Et donc, je ne suis pas allé combattre au Japon. Quand tu dis changement de programme, ils ont refait les choses, c'est quoi? Ils ont réduit à 2 personnes par catégorie? Pas du tout. Non, c'était une seule. Non, ils ont décidé qu'il fallait se réentraîner, et que là, la sélection se ferait après l'entraînement. Alors qu'au départ, la sélection devait se faire par le Théâtre de Verdure. Donc moi, on ne change pas les règles quand... voilà. Alors pour les auditeurs qui nous regardent à travers de la France, le Théâtre de Verdure, c'est l'endroit à Nice où il y avait les compétitions de Kyokushin. Où il y avait très peu de compétitions. À l'époque, c'était surtout, comme maintenant, la musique. Et ils avaient utilisé l'espace donc pour faire ces championnats. Tout à fait. Et donc, tu avais été qualifié, c'est ça? Oui, j'avais gagné dans la catégorie des lourds. Tu vas au Japon en tant que spectateur et exactement. Là, tu rencontres Sueno. Alors, j'avais rendez-vous. C'est-à-dire, comme ça commençait à être un peu bizarre, les relations au sein du Kyokushin Nice, j'avais pris rendez-vous en 86 avec Sueno, car un très bon ami à moi était allé au championnat du monde en 84 et avait rencontré Sueno. Sueno l'avait demandé d'où il venait, lui avait donné son adresse, il avait un dogi Shidokan, et il m'a dit, parce que j'étais bien ami avec lui, d'ailleurs c'était aussi un des pontes, un des élèves, et va le voir lui parce que c'est un ancien Kyokushin, etc. Donc j'avais pris rendez-vous
avant d'aller au Japon en 87. Et donc, à partir de cette rencontre avec Soeno, tu as décidé de suivre son enseignement? Donc je l'ai vu en 87. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le billet en 87 coûtait 3 mois de salaire. Donc c'était vraiment difficile pour aller au Japon. Bon bref, il me dit oui effectivement, je n'ai pas de représentant en France, mais moi je veux d'abord vous voir avant de vous donner l'agrément pour la France. Donc j'ai commencé à économiser et je reçois à l'époque un téléx, parce qu'il n'y avait pas encore les mails et même les fax, ou peut-être un fax, chez le président, qui était à l'époque M. Jean-Guy Pelly, et qui disait « Il faut absolument que vous veniez avant le 10 janvier, c'est la fête du dojo, du Hombu Dojo ». Donc je suis retourné en janvier 89. Au Japon. Au Japon. Et là, il t'a fait passer des tests. Et là, j'ai passé ma deuxième dan. Et ce que tu as oublié de dire, c'est qu'entre-temps, dans ton premier voyage, tu es passé par la Thaïlande, il me semble. Alors, attends, est-ce que c'est dans le premier ou dans le deuxième? Non, c'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième. Je devais voir Soeno, le Hombu Dojo du Shidokan, et après, je devais aller en Thaïlande. Donc, tu as fait karaté Shidokan et tu as agrémenté d'un petit peu de boxe thaïlandaise. Ça. Ok. Et une fois de retour, donc, tu as créé ton propre dojo. Alors, une fois le retour, alors ça a été très très vite. Donc, je suis revenu, on en a discuté. Nous avons donc créé le Shidokan Karaté France, avec M. Jean-Guy Pelly, le président, M. Philippe Neveu, le secrétaire qui est maintenant président du Shindokai France. L'amitié, ça dure. Et nous avons reçu en août, parce que ça fonctionne comme ça le Japon, en août 1989, nous venons du Japon. Et ils sont arrivés à 6. Donc tout de suite, nous avons contacté Karaté Bushido. C'est là où nous avons eu le très bel article fait par Jean-Paul Maillet. Et donc c'est parti. Après donc juin 1990, nous avons organisé un grand stage au Centre international de Valbonne, où nous avons eu un peu plus de 100 pratiquants, 6 pays. Donc après c'est parti, c'est vraiment parti après. Et après, très régulièrement, tu as organisé des stages, des démonstrations. Ça a commencé à... Alors, oui, alors, je pense que, bon, faut dire aussi ce qu'il est. J'ai eu quelque chance de rencontrer des gens très très bien, surtout quand le bloc communiste est tombé, et des gens qui avaient des relations dans le bloc communiste. Donc très vite, ils m'ont invité, et en 1996, ils m'ont élu, parce que moi je voulais pas l'être, président de l'European Shidokan Federation. Pour préciser, pour les gens qui nous regardent, quand tu dis l'ancien bloc communiste, c'est surtout les pays d'Europe de l'Est, donc Lituanie, etc. C'est ça, plus la Hongrie, plus la Pologne, qui n'étaient pas dans l'URSS. C'est pour ça que je dis les anciens pays communistes. Et donc tu étais régulièrement invité pour des stages? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est à partir de là que s'est développé le Shidokan, et il y a une... Oh, je ne sais même plus dire la date, tu as créé le Shindokai. Donc, 2006. Ah voilà, tu vois, je savais plus si ça faisait 20 ans ou pas. Donc 2006, donc ouais, ça 19 ans. va faire bien temps bientôt. Il est majeur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est produit cette transition du Shidokan vers le Shindokai? Je vais parler franchement et je vais essayer de blesser, de fâcher personne. Le problème avec le Japon, c'est que les Japonais considèrent qu'il y a le Japon et les autres. C'est-à-dire que les autres ne sont pas réellement considérés comme des Japonais. C'est pour ça que beaucoup d'Européens quittent les Japonais. Et moi, j'avais fait rentrer beaucoup de monde au Shidokan, et notamment un Kyoku de Saint-Martin des Antilles. Saint-Martin est moitié français, moitié hollandais. Mais moi, je considérais que le territoire français comportait les dom-toms. Pour le Japon, non. Ils avaient donné un branch chief aux responsables de là-bas pour les Caraïbes. Donc moi je disais ok pour les Caraïbes non françaises, mais les Caraïbes françaises, c'est moi, le branch chief. Bon, ça a évidemment clashé là-dessus. Surtout qu'on a réussi à l'organiser. Organiser quoi? Une énorme compétition en 2006 ou 2005, avec un super reportage de Ludovic Mochien, qui est venu avec nous. Un super beau reportage dans Karaté Bushido. Et là, ça a été le tollé général au Japon. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, lui, il n'est pas fiable dans nos raisonnements. Donc, moi, j'en ai discuté. Alors ça, c'est monté quand même. Hein. Il a fait venir les branch chiefs. Les branch chiefs ont dû signer mon expulsion. Enfin, bref, au folklore, voilà. Et moi, j'avais pris la décision, au départ, de garder le nom Shidokan. Et après, je me suis dit, ça va... D'abord, un, c'est pas bien pour moi, pour mon travail. Et deux, ça risque de clasher.
Donc c'est pour ça nous avons créé le Shindokai. Alors, ce qui est vrai, si tu veux, c'est que j'en ai discuté pendant tout un week-end avec ma femme et j'avais pris la décision de tout arrêter. Mon dojo, la France, tout le monde. J'avais décidé de... Ma deuxième passion sont les motos anciennes. Et j'aime bien bricoler, j'ai eu un magasin de moto quand j'étais jeune, et là j'ai même pas le temps de réparer ma moto sur laquelle je roule. Donc la décision était prise, j'arrêtais tout, je fermais tout, le dojo, tout. Mais des pays du monde entier m'ont dit non Gilles, tu nous as amené au Shidokan, tu sors et on sort avec toi. Donc il a fallu tout recréer, les dojo-kun, les symboles, trouver le nom, donc et ça s'est fait relativement rapidement parce que beaucoup de pays m'ont rejoint, quoi, puisque je les côtoyais à chaque fois dans tous les stages que je faisais. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une différence qui depuis s'est beaucoup accrue, une différence technique entre le Shidokan originel et le Shindokai de maintenant. Tu as ajouté dans le Shindokai des éléments de la boxe thaïlandaise, même du MMA, du grappling, du jiu-jitsu. Est-ce que tu peux en parler un peu? Bien sûr. Alors, au Shidokan, dans les règles japonaises, vous avez le droit au tetsu pleine tête sans protection, de face, d'accord? Ça ne se pratique pas beaucoup, mais c'est dans le règlement. Bon, nous, en France, c'est une loi qui date du début du XXe siècle. Nous n'avons pas le droit de taper au visage sans protection. C'est strictement interdit pour éviter les combats clandestins de boxe avec les bookmakers. Donc, par contre, nous allions souvent à Chicago une fois par an, où Fred a fini 3 fois deuxième, le poulie d'or du Shidokan. Et j'en emmenais pas mal, j'en emmenais Johnny, j'en emmenais pas mal. Et c'était une très très grosse compétition financée par ESPN2, enfin des moyens colossaux que nous n'avons jamais eus. C'était un tournoi de karaté? Shidokan. Ok. Et c'était en 9 rounds. 3 de martial, pas comme le nôtre, mais 3 de martial, 3 de boxing et 3 comme du MMA avec les petits gants et au sol. En boxe, ils n'ont pas le droit de projeter. C'est vraiment que du boxing. Bon, et nous sommes, nous avons fait homologuer ce règlement en tenant compte des lois françaises pour le Shidokan. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si le Shidokan est reconnu, c'est parce que j'ai bossé 11 ans pour le faire reconnaître. Ça a été quelque chose de très très dur. J'ai fait intervenir plein de gens et le Shidokan a été reconnu au bout de 11 ans. Quand tu entends reconnu, c'est reconnu par les instances officielles, c'est-à-dire la Fédération française de karaté, le ministère des Sports, etc. C'est ça. Donc nous sommes dans la fédération délégataire et il avait demandé, Francis Didier, la délégation pour le Shidokan. Officiellement, nous étions dans le journal officiel comme faisant partie intégrante de la Fédération française de karaté. Ce système de tournoi en 3 rounds de kickboxing, 3 rounds de martial, donc de karaté, et 3 rounds de MMA, entre guillemets, tu l'as repris et tu l'as importé en France. Alors, je l'ai repris en le modifiant, puisque si nous n'avons pas le droit de frapper dans la Fédération française de karaté à la tête quand nous sommes au sol. Donc, comme nous, notre round qu'on appelle Shindokai soumission, on n'a pas de gants. Donc on ne va surtout pas frapper à la tête. Mais quand nous sommes au sol, nous avons le droit de taper au corps et dans les jambes. Donc ça change un peu tout dans les saisies. Bon, pour les gens qui pratiquent les arts martiaux mixtes, ils comprendront très bien ce que ça veut dire. Et donc pour en revenir à l'histoire du Shindokai, donc tu as dû en 2006 tout recréer en fait. Tout recréer, tout refaire. Et refaire toutes les démarches pour être de nouveau partie intégrante de la Fédération française de karaté. Alors au départ, ça s'est relativement mal passé avec Francis Didier, qui, à juste raison, m'a dit tu aurais dû me prévenir avant de faire cela, mais ça s'est tellement joué tous les jours, et tous les jours ça avançait, que je pensais que mes rapports avec Francis Didier n'étaient pas assez bons pour le tenir au courant tous les jours. Donc nous avons une réunion de tous les karaté jutsu. Francis s'est vraiment énervé contre moi, mais quand je dis énervé, et donc nous n'arrivions pas à le faire reconnaître. Et puis à un moment, donc nous sommes montés, il y avait Dominique Charret, il y avait Hervé Puvland, donc qui était le président de la Ligue Côte d'Azur à l'époque, et nous avons réussi à faire reconnaître le Shindokai. Voilà. Et puis, il faut aussi remercier Giovanni Tramontini, qui était le directeur technique adjoint, qui aussi, parce que malgré son air débonnaire, c'est un super travailleur. C'est un super travailleur. Ce qu'il faut dire, c'est que politiquement, ça leur faisait, si vous n'étiez pas reconnu, un ensemble de licenciés qui risquaient de créer une fédération autonome. Et ça faisait beaucoup de licences éventuellement. Oui, mais à mon avis, moi, c'est pas comme ça que c'était vu. Quand quelque chose se développe, est crédible, que les gens en parlent, quel que soit le nombre, il faut l'approprier.
Parce que tu peux pas savoir si vraiment ça va partir. Quand ce sont des clowns, et il y a un paquet de clowns dans les arts martiaux, on voit bien que ça va dans nulle part. Et surtout, c'est l'esprit de développement, organisationnellement parlant. Tu as réussi à organiser le Shindokai au niveau de l'Europe. Et assez rapidement, tu as eu des stages partout en Europe que tu continues de donner. 3 championnats d'Europe déjà. Ouais. Et là, nous sommes en préparation. Alors j'espère que ça va se faire pour le premier vrai championnat du monde, Shindokai, au Maroc, avril 2026. Donc tu es déjà en train de préparer, ouais, tu prépares 1 an à l'avance. Il faut, parce que ça va être... Alors, pourquoi nous avons choisi ce pays-là? Nous avions 3 pays, Tunisie, Maroc, Égypte. Parce que tous les pays africains, tous les pays asiatiques ne peuvent pas venir à cause du visa. On les accepte quand ils arrivent en Zodiac, on les accepte pas quand ils arrivent en avion, donc il y a un problème. Donc nous avons choisi le Maroc parce que le responsable tient la route, et il a fait du commerce aussi, donc il sait ce qu'il faut faire. Donc nous travaillons régulièrement, j'envoie ce que je veux, comment ça doit s'organiser, parce que je ne sais pas si tu as lu le livret du Shindokai, il fait 89 pages. Tu parles du livret technique ? Il y a tout dedans, ouais. Les passages de grade, les règles de compétition, et il y a la charte de l'organisateur, c'est-à-dire à quoi il s'engage l'organisateur, il doit la signer, nous la renvoyer, et il y a 4 pages de tout ce qu'il doit faire pour ne rien oublier, bien lister. Donc il suffit de suivre ce qui a été fait, et puis ça roule quoi. Ouais, donc t'es quand même assez carré au niveau organisationnel, parce qu'on a vu des profs de karaté, je ne citerai aucun nom, qui étaient un peu bordéliques. Toi, c'est bien carré. Mais moi, j'ai une organisation de comptable. Donc j'ai fait de la comptabilité quand j'étais jeune. Donc oui, je suis assez carré. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu as été carré non seulement dans l'organisation. Donc maintenant, il y a un peu plus de 5000 personnes, si je comprends bien, dans le Shindokai au niveau mondial. Ah, plus que ça. Plus que ça? Il y a vraiment des gros pays comme l'Égypte. Donc ils doivent être une 20-25 dojos. C'est un truc de fou. Il y a la Tunisie qui marche bien. Je pense que on devra approcher entre les 8 et les 10 000, je pense. Ok. Donc pour le grand public qui ne te connaît pas, tu t'es beaucoup développé dans les pays du Maghreb et dans les pays de l'ex-Union soviétique. Oui, mais parce que c'était, comment dire, ce sont des pays en ouverture. En France, il y a tellement de, comment dire, de profs valables et que beaucoup cherchent à créer leur organisation. On en est quand même à 26 fédérations de Kyokushinkai au niveau international. Donc ça papillonne en fait entre les... Et puis c'est difficile aussi pour le grand public de comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas les arts martiaux, de comprendre qui est meilleur que qui est plus ancien que qui. Le système est tellement vaste que c'est difficile de s'y retrouver pour quelqu'un qui ne serait pas déjà dedans. Mais moi j'ai l'habitude de comparer les arts martiaux à un jeu de cartes. Combien il y a de jeux avec un jeu de cartes? Ouais. Il y a des règles différentes et des gens aiment ce jeu-là, n'aiment pas celui-ci, l'autre aime celui-là. Moi, j'ai l'habitude de comparer. Alors, ce sont des règlements différents, ça plaît ou ça plaît pas, c'est carré ou c'est pas carré, et chacun choisit. J'ai l'habitude de dire aussi, l'oxygène est pour tout le monde et tout le monde doit avoir de l'oxygène. Alors justement, pour en revenir à l'oxygène, le Shindokai, il a des paramètres techniques qui sont légèrement différents du Shidokan au début, mais qui maintenant sont assez différents du Shidokan. Bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est différent? Avec la réflexion, c'est-à-dire ce que j'aime bien, et ce que je veux, mais je ne l'impose pas bien entendu, c'est quand j'ai un ceinture noire, première ou deuxième dan, qui donne un cours, qu'il explique différemment ce que je lui ai expliqué pour arriver au même objectif. Ça veut dire qu'il l'a analysé et qu'il l'a transformé en fonction de lui. Personne n'a la même souplesse, personne ne fait le même poids, il y a des sexes différents. Donc il est évident que quand on travaille avec son cerveau, nous sommes obligés de modifier. Et techniquement, est-ce qu'il y a des choses du Shidokan que tu as laissé de côté, d'autres que tu as ajoutées? On a un peu parlé de la boxe thaï, on n'a pas exactement dit ce que tu as fait en boxe thaï. J'étais que prof. C'est une bonne idée, c'est une bonne question ça. Quand j'ai démarré mon dojo, donc en 84, il n'y avait pas de compétition. Tous les élèves étaient avides de compétition. Donc j'ai adhéré à la fédération française de Muay Thai. Non, fédération française de boxe thaï. À l'époque, c'était José qui s'en occupait. Donc ça, c'était en 1989. Et j'ai adhéré à l'IFO, International Fighter Organization WK, de Jean-Paul Maillet, qui est devenu après la WK en kickboxing. Donc pour la boxe thaï, de la frontière espagnole à la frontière italienne, tous les départements faisaient partie de la Ligue Méditerranée. Et nous étions le 2e club. Le 2e en termes de nombre de licences? Non,
en termes d'adhérents. En termes d'adhérents? Il y avait un club à Marseille et nous. Ah ouais, donc il y avait très peu. Alors, quand tu dis il n'y avait pas de compétition, en fait, il y avait les compétitions de karaté traditionnelles, Shotokan, Oui. mais pour les compétitions de karaté au KO ou de karaté contact, Il n'y avait pas. Pas déjà des compétitions de Kyokushin? Si, mais très très peu, 1 ou 2 par an, très très peu. Et le Kyoku était surtout sur le nord, au-dessus Oui, de Paris. au-dessus de Paris, oui. Voilà, c'est ça. Il y avait Monsieur Setrouk qui donnait des stages, effectivement, pour essayer de développer le Kyoku dans le sud, mais à part le dojo de la rue Cassini, Il n'y en avait pas d'autres. donc il a fallu développer. Et donc en Muay Thai, tu as tout de suite enseigné? Oui. Alors je suis toujours ami, j'ai fait des stages avec Gabriel Lamy, qui était à l'époque un gars qui faisait des stages en Espagne, une semaine en juillet. Et puis après, j'ai sympathisé avec Soudaret, que je faisais venir assez souvent pour des stages dans mon dojo. J'ai sympathisé avec Kronsack, un super mec. Avec André Richard Nam, qui est décédé il y a quelques temps maintenant. Et puis voilà quoi, donc, et puis comme c'était le début, c'est pas très très difficile. La première fois, j'emmenais 6 élèves, donc du Kyoku, combattre en boxe taille, ils n'avaient jamais mis les gants. Donc je suis allé au Samouraï, j'ai acheté 2 paires de gants, et je ne savais pas que les gants de boxe taille c'était à lacet. J'avais pris un velcro, je me dis mais non c'est pas ça. Donc parce qu'évidemment c'était Nice-Marseille, hein, avec 2 clubs. Donc ils m'ont prêté des gants, et ils ont mis les gants, et 6 j'en ai pris un quand même. J'ai pris 6 fêlés avec moi, qui n'étaient jamais montés sur un ring, et qui n'avaient jamais boxé. Même pas en entraînement. Hein. Ça a été de la charcuterie ou ils ont réussi à faire quelque chose? Beaucoup de charcuterie. Ouais, c'est normal. Mais ce qui a été bien, parce que à l'époque, les gens étaient des guerriers, tout le monde est resté, tout le monde a voulu s'entraîner et tout le monde a voulu gagner après. Et puis c'était la grande époque de la boxe taille, les années fin 80, début 90, ça marchait bien. Alors plus les années 90, parce qu'au départ, il y en avait 2, hein, c'était pas Brison et Brisoni. Hein. Il y a Brisoni, oui, il me semble. Il n'y en avait que 2. Hein, Ça marchait bien à Paris, ouais. Bien sûr. Rodi-sous-Bois, le premier. Justement, on a parlé de karaté Bushido. Je me rappelle que dans karaté Bushido, ils commençaient à faire des... Oui. Et moi, j'ai les premiers bouquins de boxe taille d'un karatéka qui était passé à la boxe taille. Merde, son nom m'échappe maintenant. C'était un champion de karaté qui avait fait de la boxe taille. Il avait écrit un bouquin chez Cedi Rep. Je crois que c'était dans les années 80. Je mettrai le bouquin en lien dans la vidéo. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, c'était fin 80, début 90. Et du coup, dans ce dojo que tu avais, c'était le dojo... Ah putain, je me rappelle plus du nom. Oh là là, alors écoute, le premier, ça a été parce que j'ai ouvert... Parce que ma femme était prof de danse classique. Elle était petit rat de l'opéra de Paris. Elle a bossé dans la troupe à Chazot. Enfin, elle était assez douée et assez cotée. Et la salle de danse qui est à rue Marceau, quand tu rentres là, c'était une salle de confection d'habits qu'on avait pris et que j'avais transformé en dojo. Et le nom du dojo, c'était quoi? Alors ça s'appelait Académie Marceau, oui. Le premier. Après, nous sommes devenus Mokam, Masoyama Karaté, Masoyama Karaté, Académie Marceau. J'avais retrouvé les statuts de création 83. Quand j'étais allé aux archives, c'est ça? Bien sûr, 83. Donc au début, tu faisais que du karaté Kyokushin. Je faisais que du karaté Kyokushin. Après 87, tu l'as transformé. Après, si tu veux, je me suis séparé avec ma femme. Et elle m'a dit, écoute, ça serait bien que tu partes. Ce qui est logique. Donc, j'ai galéré. J'ai trouvé un dojo. Et là, on a changé de nom, ça s'appelait Kime Dojo. Et c'était donc déjà ici? Non, pas du tout. C'était rue Raymond Camboul. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah, t'as changé pas mal quand même. Ah oui. T'as un peu voyagé. Et attends, c'est que pendant 1 an, la ville de Nice nous avait donné des créneaux à l'école Fioncoda. Ouais. En bas, dans le gymnase, où il y avait à l'époque du judo. Mhm. Et puis, pendant 1 an, puisqu'il fallait qu'on trouve déjà le local, j'ai donné des cours avenue Shakespeare, la salle de danse. Avenue Shakespeare, c'était là où il y avait le club de judo, le judo club. Bogaert, c'est ça, tout à fait. La salle Bogaert, c'est ça, c'est ça. Alors pour les auditeurs qui connaissent pas, le dojo de Robert Bogaert est le premier dojo tout arts martiaux confondus à Nice. C'est ça. C'était le premier à avoir ouvert en 47. Moi, tout et le monde après, l'a suivi tu as trouvé la salle ici, en quelle année? Ça fait 7 ou 8 ans, parce qu'après nous avons été Boissy en glace. Et donc ça fait que 8 ans que tu es là à la rue Xavier Mestre. Oui. Parce que quand je t'ai interviewé, c'était le début en fait, quand je t'ai interviewé en 2018, tu n'étais pas là depuis longtemps. C'est ça. Et donc là, depuis quelques années, tu as de nouveau changé de nom, ça s'appelle plus Kime Dojo. Ça s'appelle Nice Combat Dojo. Nice Combat Dojo. Et du coup, depuis toutes ces années, tu as développé le Shindokai. Maintenant, on l'a dit, tu as entre 8 et 10 000 pratiquants à travers le monde. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile, alors on va revenir sur l'actualité. Depuis les années, on va dire, justement, au moment où tu as créé le Shindokai, 2005, 2006, etc., c'est le MMA qui fait fureur en France.
Ça a commencé. Ça commençait, oui, ça commençait à ce oui. moment-là. Depuis 2010, on n'entend parler que de ça, pratiquement. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est dur de survivre dans un monde où... C'est très dur, absolument très dur. D'ailleurs, on a beaucoup d'élèves qui sont partis ou qui sont profs de MMA maintenant. Ça ne me gêne pas du tout le MMA si l'approche est martiale. Moi, ce que je veux, c'est une éducation martiale. On ne sera jamais un sport. Je ne veux pas que le Shindokai devienne un sport. C'est-à-dire où les gens arrivent en short, l'autre il a un t-shirt rouge, l'autre a un t-shirt bleu, l'autre il est torse nu. Ça ne tient pas la route. On salue le dojo, on salue les anciens, on salue le prof. Il faut absolument que ça s'arrête. C'est à mon avis ce qui est formateur. Ce qui est formateur, et c'est ce qui apprend aux jeunes et aux moins jeunes à être persévérants dans ce qu'ils font dans la vie. Ouais, c'est une école de vie, c'est un peu la doctrine du judo. Exactement. Et au niveau Shindokai, d'ailleurs, je crois que tu as un dojo-kun que tu as créé. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Comment ça s'est fait la création de ce dojo-kun? Eh bien, par rapport à mon ressenti, c'est surtout pour ça. Bon, je connaissais les dojo-kun du Kyoku, ceux du Shidokan, et j'ai mis ma petite touche personnelle quand même. Et j'étais très vite, tellement cette histoire de Shidokan m'a touché profondément. Et donc depuis 2006, donc ça fait pratiquement 20 ans, tu enseignes le Shindokai ici, mais tu as aussi formé des professeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Nice Combat Dojo, c'est une véritable association. C'est-à-dire, nous sommes 12 bénévoles. Aussi bien en boxe qu'en MMA, puisque nous avons Cyril avec nous et Dovan qui maintenant donne les cours. Et nous aidons tout le monde à devenir prof. C'est-à-dire que quand quelqu'un, bien entendu, c'est pas n'importe quelle personne qui peut faire ça, mais nous les aidons, nous payons une partie du diplôme ou la totalité du diplôme si la santé financière de l'association le permet. Nous payons les déplacements, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que, un, les gens ne parlent pas comme moi, et que deux, le Shindokai se développe dans le même esprit. C'est vrai que d'ailleurs, tu as formé, bon maintenant on peut le dire, donc tu as dit 12 bénévoles, mais tu as formé plus de gens que ça. J'ai une cinquantaine de ceintures noires, bien sûr. Ouais, tu as formé pas mal de monde, et maintenant tu es 7e dan, si je dis pas de bêtises. Oui. Et tu as le droit, officiellement, depuis 2 ans, de passer 8e. Oui, c'est ça. Tu l'as pas encore fait. Non, ce passage ne me plaît pas, honnêtement. Ok. Il n'y a pas de passage technique pour le 8e? Non, il faut demander un rapport sur sa personne par un administratif et un rapport sur sa personne, c'est-à-dire sur moi, à un expert fédéral. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de copinage. Je ne sais pas si c'est du copinage, mais comment parler de moi quand on n'a pas fait un cours avec moi? Celui qui serait le plus à même d'en parler, mais qui n'est pas un expert, c'est Patrick Delarue, par exemple. Ah ouais, alors ça nous permet d'y venir. Voilà. Tu es en très bon terme avec Patrick Delarue qui a un dojo sur la Côte d'Azur depuis 50 ans maintenant, mais qui lui fait un Shotokan très traditionnel. C'est à l'exact opposé du Shindokai. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la vérité. Il croit ce qu'il fait. Donc c'est ce qui est important. C'est pas un mytho. Ça, il est bon dans ce qu'il fait. Donc il n'y a rien à dire. Moi, je ne critique pas les autres arts martiaux, sauf que ce sont des tordus, des mythos. Chacun, c'est l'histoire de l'oxygène. Ouais. Chacun doit avoir son oxygène. Ouais, d'ailleurs, Patrick Delarue, il est président d'honneur du Shindokai France. Bien sûr. Donc, tu as d'excellentes... Et il y tient, et chaque année, il me dit, je suis toujours sur le calendrier, hein, parce que nous faisons un calendrier, bien entendu, pour tenir l'organisation. Il me dit, je suis toujours en haut. Je dis, bah oui, tu es toujours en haut. Oui, donc tu as aussi, il faut le dire, parce qu'on a parlé beaucoup de l'international, tu as des relations aussi au niveau local, avec les instances du karaté au niveau local. Je suis vice-président du département. Tu as aussi d'autres fonctions, je crois, en tant qu'officiel. Alors, je suis aussi responsable pour le passage des grades du karaté mix pour toute la zone sud-est. Ouais, et pour le karaté jutsu aussi, il me semble. Alors, ça n'existe plus, bien sûr. J'étais le responsable pour la Ligue 0683, mais ça n'existe plus depuis que le karaté mix a été créé. Donc ils ont, si je comprends bien, ça j'étais pas au courant parce que j'ai arrêté de faire des recherches sur le karaté. Si je comprends bien, le karaté mix a absorbé tous les styles qui étaient karaté jutsu. Non, le karaté jutsu existe toujours, mais c'est la compétition de karaté jutsu qui n'existe plus. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas karaté do est karaté jutsu. Ouais. Et après c'est affinitaire. Nous sommes quand même considérés comme karaté. Oui, c'est une organisation qui a été faite en France, ce qui est spécifique à la France. Bien sûr. Bon, moi j'étais un peu critique à propos de cette organisation dans mon bouquin. Il n'y a aucune raison de mettre certains des styles qui sont dans le jutsu, dans la partie jutsu, et d'autres dans la partie do. Le kenpo est dans le karaté do, par exemple. C'est un peu étrange. Oui, c'est un peu étrange comme tu dis, oui. Au niveau historique, ça n'a ni queue ni tête. C'est un peu étrange, je suis d'accord. Mais je pense que ça a été fait par les officiels de la Fédération française de karaté à une époque où il fallait séparer parce qu'il fallait faire un classement cartésien. Et ils ont fait en mode ce qu'ils pensaient être le mieux. Ils n'ont pas fait de recherche pour faire ce classement. Ouais, c'est possible. Parce que bon, personne n'est à même
où très peu de personnes sont à même de savoir qui fait quoi et exactement les règlements, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui, et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de styles de karaté jutsu. Quand j'avais écrit mon bouquin, donc j'avais fait mes recherches entre 2018 et 2021, putain, j'avais référencé une trentaine de styles différents, rien que de karaté sur la Côte d'Azur, et il y a beaucoup de styles. Oui, parce que déjà, pour certains, c'est un business. Donc ils vont mettre petit coq d'une petite basse-cour que deuxième coq d'une grande basse-cour. Ouais. Parce que ça flatte son ego. Donc c'est pour ça. Je crois que maintenant on en a 6 fédérations internationales de Hachihara, par exemple. Ouais. Alors en Kyokushin, c'est un extrême. Dans les styles dérivés du Kyokushin, il y a un nombre de fédérations, d'organisations, c'est aberrant. Même en Shotokan, qui est quand même beaucoup plus ancien, enfin, pas beaucoup, mais qui est plus ancien, il n'y a pas autant d'organisations, de fédérations. Si, je crois qu'en Angleterre, par exemple, il y a 18 fédérations de Shotokan. Ah ouais? Ah tiens, je connais pas bien la situation en Angleterre, c'est possible, ouais. Okay. Parce qu'il n'y a pas cette histoire de monopole. Il n'y a pas de fédération délégataire. C'est ça n'existe pas, ça n'existe qu'en France. Ouais. Donc, c'est comme l'Italie. Les fédérations rassemblent tout, de la boxe anglaise au MMA. Ouais, donc il y a plusieurs arts martiaux dans ces fédérations. C'est un peu le système qu'il y avait en France au moment où il y avait, tu sais, l'e-follow-up, etc. Il y avait dans une même fédération ça existe toujours. Sportive. Oui, mais maintenant, ils ont presque plus personne en arts martiaux et sports de combat. Alors, parce qu'ils sont affinitaires, ils ne sont pas délégataires. Oui. Donc, ils ont des problèmes pour faire reconnaître le ceinture noire. Ils sont obligés de passer à la Commission nationale des grades. Et surtout, là-dedans, tout le monde doit être bénévole. Et ce qui est vrai aussi, c'est de dire que... Alors, on a parlé du Hachihara, tu vois. Dans les styles dérivés du Kyokushin, rien que sur la Côte d'Azur, mais combien il y en a? Même moi qui ai fait mes recherches, je saurais plus dire. Il y a Kyokushin, Shin Kyokushin, il y a Budokan, je sais pas quoi. Alors, des Budokai, il y en a 4 ou 5. Ouais, il y a... Il y a Renbukai. Ouais, il y a Shidokan, il y a maintenant Shindokai, parce que historiquement, c'est dérivé du Kyokushin. Bien sûr. Et il y a encore 3 ou 4 autres. Donc, déjà, il y en a 6 ou 7 rien que de... Oui, il y a du Hachihara, il y a du Momonkai, mais ça, c'est du Kempo, le Momonkai. Ouais, ça, ok. Et puis, tu as aussi le Kudo, ex-Daidojuku. Oui, donc les casques à bulles et on se tape dedans comme des bourrins. Alors, ils ont beaucoup changé. Parce qu'avant, il n'y avait pas de sol dans le Daidojuku. Maintenant, il y a du sol. Et oui, c'est la grande mode du jiu-jitsu brésilien. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces arts martiaux donc, existent. Là, je parle que de la Côte d'Azur, mais c'est déjà, en France, c'est encore... Ah, mais c'est la pépinière, moi, je pense. Et puis, les gens viennent pour les vacances d'été, ils en profitent pour faire les stages. Parce que quand ils ont commencé à faire des essais pour le karaté jutsu, ça s'est fait dans le Var, hein. Ouais. Bah, c'était ceux du Kempo et l'ancien président du 83. Et donc là, de nos jours, ça se développe énormément, le Shindokai, le karaté. Alors, évidemment, comme tu l'as dit, il y a une perte à cause du MMA parce que tout le monde veut aller au MMA. Mais bon, il faut savoir chez qui tu vas en MMA parce que tout le monde se dit MMA. Bon, bref, Joker. Et alors, je vais le dire pour toi, parce que moi, je suis pas prof, j'ai pas peur des représailles. Dans le MMA, il y a un peu de tout et de n'importe quoi, surtout du n'importe quoi. Bien sûr. Parce que c'est un style qui existe en France depuis pas longtemps. Donc, il y a peu de gens qui sont légitimes parce qu'il y a peu de gens qui ont fait de compétition. Donc, il y a peu de gens qui sont légitimes parce qu'ils ont eu des titres. Donc, a fortiori, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été titrés, il y a beaucoup de profs qui se disent légitimes parce qu'ils viennent d'autres arts martiaux et sports de combat. C'est ça. Donc, tu te retrouves avec des profs de jiu-jitsu brésilien qui font du MMA mais qui n'ont jamais fait de boxe pied-point, par exemple. Ou alors, à l'inverse, des profs de boxe thaï qui ouvrent des sections d'MMA mais qui n'ont jamais fait de jiu-jitsu brésilien. Mais tu sais, tu vas aux États-Unis, tu vois Kung Fu MMA, Taekwondo MMA. Ouais. C'est le mot qui fait attirer. Oui, c'est du marketing. Bien sûr, exactement. Donc, ils achètent une cage et ils font du Kung Fu dans la cage. Voilà. Mais les gens viennent. Avec les règles du MMA en faisant un peu n'importe quoi. Bon, il faut bien que ça se développe. Les débuts sont toujours laborieux. Oui, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que du coup, ça fait une perte pour les styles de karaté traditionnels. Mais moi, je me fais pas trop de soucis. Alors, c'est vrai que les arts martiaux, ça part en bibine comme la société est en train de partir en bibine, sauf que la société va plus vite à partir en bibine que les arts martiaux. Je pense quand même qu'il va y avoir un revirement, pas chez tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui sont perdus définitivement, mais je pense qu'il va y avoir un revirement où les gens vont vouloir refaire du martial. Alors, à la percussion, hein, tu as vu tout ce qu'il y a ici pour taper, mais en respectant, les nouveaux ne servent pas de sac, une véritable école. Alors, il faut que je traduise pour le grand public. Les nouveaux ne servent pas de sac, ça veut dire on accueille bien les nouveaux. On évite de les dézinguer dès qu'ils arrivent. Il faut donner 3 mois avant de les taper. Voilà, c'est ça. Ce que n'a pas, même les clubs de boxe, hein, il faut être honnête, même les clubs de boxe pied-point, boxe anglaise, boxe française, boxe thaï, très souvent, les nouveaux, les 2 premières années, ils servent de sac. Hein. Mais oui, mais alors, ils ne gardent que... Le problème, c'est qu'ils gardent que ceux qui sont grincheux, entre guillemets, mais que peut-être
Quelqu'un qui aurait pu être bon a disparu parce qu'il a pris un gros tampon dans la couenne. Ouais. Donc il est là le problème. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. C'est ce que tu me disais au niveau pédagogique, c'est l'envie d'enseigner et l'envie d'avoir des profs qui font en sorte que le savoir leur appartienne et qu'ils le développent avec leurs propres mots. Et puis, moi je tiens à ce que nous soyons une famille. Ouais, je tiens vraiment à cela, que tout le monde s'écrive. J'ai un problème, tout le monde est là. C'est voilà. C'est marrant parce que tu as dit que tout le monde s'écrive. On voit que tu es d'une génération passée par rapport à... Mais non, ça peut être par mail. Ah, ok. Des lettres, j'en envoie plus, moi non plus. Je me prends pas pour un centenaire encore. Bon, enfin bref. Et du coup, on a parlé des professeurs. Effectivement, ils font un super travail ici au dojo. Et tu t'appuies pas mal sur eux parce qu'ils font tourner la baraque, faut être honnête. Ouais. Et ça, si tu veux, c'est depuis le décès de ma femme. J'ai pris du recul. Je reste 80%, 90% du temps chez moi. Je ne descends que pour le dojo. Et oui, heureusement. Et puis pendant de nombreux mois, je ne suis pas du tout venu. J'ai vécu les portes fermées, les volets fermés. Et ils ont tenu le dojo à bout de bras. Oui, oui. Merci. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns d'ailleurs pour la vidéo? Mais bon, Karl, Fred, Hayat, Nathalie, bien entendu, Xavier, Johnny, Greg. D'ailleurs, Xavier et Johnny, ils sont surtout spécialisés dans la boxe pied-point, si je comprends bien, genre boxe taille ou... Ah, surtout, alors, ils ont tous été au karaté. J'ai emmené Johnny combattre 2 fois en Shidokan en Russie, et je l'ai emmené aussi à Chicago. Xavier, je l'ai emmené en Égypte. Mais je voyais bien qu'ils avaient des aptitudes, plus en boxe qu'en karaté. Et quand nous avons fait une grande réunion, je leur ai dit, bon les gars, moi je vais vous pousser vers la boxe. Et ils m'ont dit, allez, ok. Et donc maintenant Xavier est un des seuls Français arbitres international au Muay Thai, donc oui. Ouais. Et Johnny, il s'appelle le dinosaure maintenant, parce qu'il veut toujours combattre Johnny, hein, mais il n'a plus le droit. Quel âge il a? 50 balais. Ah oui, il n'a plus le droit, ouais. Donc ce qu'il faut dire pour le grand public, c'est qu'ici tu as un cours de Shin no Kai, mais tu as aussi un cours de boxe thaïlandaise, un cours de MMA, et est-ce que tu as aussi des cours de condition physique, je crois? Non, ça c'est dans sont dans les cours. Mais par contre, si tu veux, comme nous sommes vraiment une association, la plupart des ceintures noires ont la clé. Oui, donc ils peuvent ouvrir le dojo, enseigner. Et puis surtout, alors donc strictement interdit d'amener du public, strictement interdit d'amener quelqu'un qui n'est pas licencié. Mais là, comme on va avoir des ceintures noires, ils se mettent d'accord, ils viennent s'entraîner. Comme il y a les 2 dojos, eh ben il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Oui, puis ça te permet aussi, tu participes, je crois, avec le Shin no Kai aux compétitions de, enfin, avant ça s'appelait karaté jutsu, maintenant ça s'appelle karaté mix, mais tu les envoies en Bien sûr, et puis nous avons deux Nathalie et Dovan, qui sont les 2 profs, qui sont 2 des profs, qui sont aussi arbitres dans le karaté mix. Donc ils s'insèrent bien, c'est pas un style qui est ostracisé, tu t'insères bien dans la vie du karaté en général sur la Côte d'Azur. Nous ne serons jamais une secte. Il faut être ouvert aux autres. Si tu es fermé, tu ne progresses pas. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs, bien sûr. Et puis c'est ça, je veux dire, l'humanité. Faut pas... D'ailleurs, en parlant de regarder ce qui fait ailleurs, tu continues à faire évoluer le Shin no Kai techniquement ou tu as trouvé une formule qui te convient? Non, alors, je te remercie, c'est une bonne question. Avant chaque Coupe de France, nous faisons un stage d'arbitrage. Donc, je tiens à ce que tout le monde soit là, même les anciens, donc des nouveaux, parce que au moins tout le monde se connaît et nous discutons de la forme du combat. Donc, par exemple, là, cette année, pour la première fois, en confirmé, on a enlevé les gants. Okay. Parce que, bon, il y a les 3 catégories, débutants, confirmés, experts. Et on voyait bien que ceux qui étaient en confirmé avaient peur d'aller en expert. Donc, on s'est dit, on va leur enlever les gants. Et comme ça, ben, ça a très, très bien marché, en fait. Alors, qu'est-ce que tu appelles enlever les gants? Tu es obligé de ne pas frapper à la tête, du coup? Bien sûr. Mais là, ils avaient des gants pour frapper au corps. Ok. Tu vois, les confirmés. Maintenant, il n'y a plus de gants. Ils n'ont plus que les protèges tibias. Et en Shin no Kai, le système de compétition, il permet les frappes à la tête, oui, si tu as des gants? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Dans Shin no Kai boxing. Ok. Et en Shin no Kai traditionnel? Tu n'as pas de coup à la tête. Ok, donc c'est proche du Kugoshin. Sauf qu'on a les saisies et les coups de genoux et les étranglements et les projections. Et donc, du coup, on parlait de l'évolution technique du Shin no Kai. Tu t'inspires encore de choses que tu vois? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux parler des dernières choses que tu aurais envie d'ajouter ou que tu as ajouté dernièrement? Ce qu'on a ajouté dernièrement aussi, c'est que nous, c'est très progressif. Même dans la même catégorie, c'est progressif. Donc, je te prends les experts, par exemple. Avant les quarts de finale, c'est 2 rounds de 2 minutes avec 1 minute de repos et décision obligatoire des juges de table. Quart de finale et demi-finale, c'est 2 rounds. Et il peut y avoir un Ikiwake match nul. Il y a un 3e round avec décision obligatoire. La finale, c'est 3 rounds. Et si Ikiwake, un 4e. Donc ça fait quand même pas mal. Sur les experts, c'est la même chose.
Sauf que les finales sont en 6 rounds. 2 martial, 2 boxing, 2 soumissions. Ok. Voilà. Et ce que donc nous avons rajouté, c'est que en soumission, maintenant quand ils sont au sol, quand les deux sont au sol, pas un seul, il a le droit de taper avec les poings dans le corps, dans les jambes, et il a le droit de taper avec les genoux dans le corps, dans les jambes. Ouais, ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils n'ont pas de gants. Et la soumission est 30 secondes. Hein. Elle est plus de 5. Ça fait longtemps, ouais. C'est long. C'est ça. Mais l'arbitre central doit être vigilant. S'il n'y a pas de boulot, il fait remonter. Et maintenant, ça fait quoi? Ça fait presque 45 ans que tu enseignes? Tu as commencé en quelle année? 84? 84, ça fait 41. Est-ce qu'il y a un précepte, une idée qui est chère au Shindokai que tu voudrais transmettre? C'est ce que j'appelle le mot de la fin en général. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux transmettre, par exemple, aux prochaines générations de budoka? Peu le plus, peu le moins. Ben, jamais lâcher le morceau. Jamais. C'est la persévérance? Exactement. Quand, tu vois, il y a mes 2 assistants là-bas dans les pneus, ce sont les Shinai. Quand je vois que quelqu'un est fatigué à 10, je demande qu'il aille à 11. Prochain, il sera fatigué à 11, mais il ira à 12. Ouais. C'est, voilà, persévérance. Ok. Bon, mais merci en tous les cas pour Il n'y a cette pas de quoi.